Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus à notre atelier, donc retour d'expérience. Avant le démarrage de l'atelier en lui-même, vous allez avoir deux pitchs de 2 minutes d'exposants qui vont vous expliquer en 2 minutes chrono, on compte sur vous, pourquoi il faut venir les rencontrer sur leur stand. Voilà, donc le premier c'est Click and Surf, c'est bien ça? Et donc pourquoi il faut venir voir Click and Surf? 2 minutes. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Nicolas, je représente la société 2ISR et nous sommes prestataires dans le domaine du Wi-Fi territorial. En fait, le Wi-Fi territorial, c'est tout simplement le fait d'équiper sur une destination touristique, sur un territoire, des hotspots Wi-Fi publics. Voilà, donc on va pouvoir équiper tout type de population. On va retrouver évidemment les offices, des gîtes, des campings. Le principe de ce Wi-Fi territorial, c'est que l'utilisateur va pouvoir se connecter indifféremment sur tous ces hotspots, comme si c'était un seul réseau Wi-Fi. Donc ce réseau Wi-Fi, c'est une véritable boîte à outils pour vous. Le principe, c'est de pouvoir leur communiquer des informations à ces touristes qui se connectent au réseau Wi-Fi, et c'est également de pouvoir collecter des informations sur eux. Donc, quand je vous parle de boîte à outils, je vous parle également des nouveautés qu'on apporte dessus. Donc, c'est ce que je vous invite à venir découvrir sur notre stand. Le Wi-Fi territorial, tel que nous le proposons chez 2ISR et donc sur Click and Surf, c'est une solution qui va permettre de s'interconnecter avec votre système d'information touristique, si vous en utilisez un. Ça va permettre également de s'interconnecter avec votre gestion de relations clients. L'idée, c'est que toutes les informations qu'on collecte, vous allez pouvoir les utiliser directement au sein de ces outils que vous utilisez déjà. On a également un certain nombre d'informations qui vont dans le sens de la relation client, de l'expérience client. Donc voilà, je vous invite à venir parler de ces sujets techniques avec nous sur notre stand. Et donc maintenant, un exercice encore en 2 minutes, merci, pour Conidis. Donc, bonjour à tous, donc, je suis Estelle Braillon de Conidis. Donc, je vais démarrer par une question qui est: quel est le point commun entre les applications de gaming, les webcams qui prennent des photos, les centrales de réservation ou même les hotspots Wi-Fi? Et bien, c'est que toutes ces données aujourd'hui, elles génèrent de la data sur les touristes. Mais cette data, est-ce que vous l'exploitez? Est-ce que vous exploitez à fond tous les services que vous mettez en place? Alors, à quoi ça sert d'exploiter la data? Ben, ça sert à construire une stratégie territoriale. Ça sert également à fidéliser ses clients, à faire le point pour savoir où on en est sur sa fidélisation, quels sont les clients fidèles, quels sont les clients qui ne reviendront pas, pour pouvoir ensuite mesurer toutes les actions que vous allez pouvoir faire en termes de fidélisation. Vous allez pouvoir suivre et mesurer ces actions. Alors chez Conidis, on propose une plateforme de la relation client, qui intègre toutes vos données, donc qui les centralise, qui les corrèle et qui propose les outils ensuite pour avoir une relation client toujours personnalisée au bon moment et à la bonne personne. Voilà, donc quel que soit l'état de vos données aujourd'hui, quel que soit où vous en êtes au niveau de votre transformation numérique, je vous invite à passer sur le stand de Conidis pour en discuter. Merci beaucoup. Bon, on y va pour notre atelier. Startup, culture dans le cycle client. Alors en fait, je suis très heureux de présenter cet atelier avec Alizé, Amélie et Basile, qui représentent chacun 3 startups particulièrement innovantes et performantes, qui sont déjà des startups, comment on va dire, confirmées, qui ont une caractéristique commune à toutes les 3, c'est de s'être plutôt pensé et avoir plutôt conçu leurs produits en pensant culture, et qui finalement s'épanouissent et ont des débouchés et des projets dans le secteur du tourisme. Ce qui nous a amené à plusieurs réflexions qu'on avait envie de partager et que Ludovic nous a demandé de partager avec vous sur le rapport un peu entre le tourisme et la culture. Alors on va pas du tout faire
de théorie sur le tourisme et la culture, mais montrer que la transformation numérique change aussi ce rapport-là. Deux mots, 30 secondes sur moi. Je me présente, je m'appelle Nicolas Barret. J'ai toujours rêvé qu'on me confie un 15 minutes chrono, pour ceux qui connaissent. C'est pas pour cette année, alors je vais faire un 45 secondes chrono. J'ai travaillé pour des destinations, puisque j'ai été pendant de nombreuses années au CRT Paris-Île-de-France, où j'ai beaucoup travaillé sur l'attractivité de la destination Paris avec les événements culturels et avec la culture. J'ai travaillé après chez voyagesncf.com, où là aussi on a beaucoup réfléchi à comment on vend des billets de train autrement qu'en parlant train, et donc destination et culture. Et puis j'ai une petite anecdote dans ma vie professionnelle. J'ai un moment de ma vie travaillé au cabinet de la ministre du Tourisme. J'étais tout jeune et un jour elle me colle un gros dossier sur mon bureau et la ministre, et elle me dit va voir le cabinet, la ministre de la Culture, parce qu'il faut qu'on réactive la convention culture-tourisme. Alors je prends rendez-vous avec le cabinet de la ministre de l'époque de la Culture, et je tombe sur quelqu'un de senior, expérimenté, un grand ponte de la culture, territoriale notamment, et qui me laisse dérouler mon exposé. Je lui explique ce qu'il y a dans cette convention entre les deux ministères et qu'il faut faire vivre le tourisme et la culture ensemble. Et il dit rien. Il me laisse parler, il dit rien. Et au bout d'un moment, au bout de 20 minutes, il se lève et il me dit le tourisme a détruit le Mont-Saint-Michel. Au revoir, jeune homme. Voilà. Alors c'est l'anecdote pour montrer cet antagonisme qui existe, historique, entre la culture et le tourisme. D'un côté, on aurait le tourisme qui est souvent présenté comme une activité économique. On parle même d'industrie qui représente 8% du PIB, 2 millions d'emplois, etc. Vous connaissez ce discours. Et de l'autre côté, on aurait la culture qui est d'abord et toujours présentée comme la France, la patrie des arts, du patrimoine, le patrimoine exceptionnel, des missions de conservation, de transmission, enfin voilà, toujours présentée de façon beaucoup plus noble. J'évoque là un colloque qui a eu lieu il y a moins d'un an à Paris avec toute la crème des deux secteurs, très parisiens, hein, pas très ancrés dans la réalité locale, où c'était vraiment les discours des deux parties. On oublie de dire que le tourisme est aussi une activité qui est porteuse de valeurs, qui est porteuse de sens, de rencontres, qui est un temps de surconsommation, si on peut appeler ça comme ça, culturelle, et d'ouverture. Et puis on oublie aussi souvent de dire que la culture, c'est une activité économique très forte en France, qui structure le territoire, qui crée des emplois, qui renforce l'attractivité des territoires et des destinations. Donc on voit bien que l'opposition est pas si évidente. Lors de ce colloque, il y a eu quelqu'un qui a mis les pieds dans le plat, et moi j'ai vraiment apprécié, parce qu'il y avait des grands esprits qui passaient des heures à définir le tourisme culturel. Donc si vous êtes sur la plage en train de bronzer, mais que vous ouvrez un livre, là ça peut être culturel, sinon c'est du tourisme, on disait pas le nom, mais ça voulait dire beauf, quoi, dans leur esprit. Et puis il y a le président du CMN qui a pris la parole et qui a eu une parole assez forte, qui a dit le tourisme est une activité culturelle. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. On oublie souvent de dire que d'abord ça a les mêmes racines historiques, hein, ce tour que faisaient les aristocrates pour rencontrer la culture, enfin les humanités au XVIe siècle. Je le disais, les vacances sont un temps de reconstitution et de consommation en famille culturelle. Et puis on oublie tout simplement, nos amis de la culture oublient tout simplement que c'est le tourisme qui les fait vivre. Hein. La plupart des grands établissements, musées et monuments français ont des fréquentations touristiques très souvent supérieures à 50%. Donc il y a ce lien étroit qui existe, vous le savez, beaucoup plus sur le terrain que dans les budgets ou que dans les esprits parisiens. Vous voyez cette photo du Havre, mais on pense bien sûr à Nantes et à son voyage, qui ont pensé des
des animations, des mises en scène de la ville d'un point de vue et culturel et de son attractivité, donc de façon totalement conjointe. Et on sait que pendant les vacances, la découverte de la destination, et quand on fait des enquêtes et qu'on dit c'est quoi vos premières activités pendant vos vacances, c'est souvent la découverte de la destination qui arrive en premier, très simplement, de la part des visiteurs. Et on voit bien qu'on est dans une activité qui est souvent très culturelle. Alors, il y a évidemment des choses qui opposent beaucoup culture et tourisme, des contraintes qui sont différentes, dans le temps notamment, dans la programmation. Moi, je me souviens avoir voulu faire des packages avec des billets Eurostar et des expos d'une grande institution parisienne et qui m'a expliqué que c'était plus facile pour eux de nous donner des billets gratuits que de faire des tarifs réduits pour des tours opérateurs. Donc il y a des contraintes qui sont différentes, des contraintes budgétaires. Il y a des professionnels qui sont très différents, qui n'ont pas les mêmes formations. Dans la formation, dans les formations des conservateurs ou des professionnels de la culture, il n'y a jamais de notion touristique, et rarement inversement aussi. Et puis des process de distribution, de commercialisation qui sont souvent très différents. Mais tout ça est un peu caricatural et commence à changer. Alors ça a changé il y a déjà quelques années avec la baisse des subventions publiques et nos amis de la culture qui ont été obligés de développer leurs ressources propres. Et donc tout d'un coup, on regarde les touristes et l'industrie touristique avec un peu moins de mépris parce que il faut faire du marketing et tout le développement de la politique des publics dans les institutions culturelles et d'une vraie fonction marketing dans les institutions culturelles a rapproché un certain nombre de ces institutions avec des problématiques du tourisme où plus anciennement on avait cette connaissance quand même du marketing et de la conquête client. Mon idée aujourd'hui, enfin depuis quelque temps mais que j'exprime aujourd'hui, c'est que la transformation numérique va vraiment changer les choses dans le rapport entre culture et tourisme. Pourquoi? Parce que les deux secteurs sont confrontés à la même transformation. Il y a une transformation technologique, il y a une transformation des usages, et puis une transformation aussi de la compétition, qui multiplie la compétition. Et puis surtout parce que le visiteur, c'est le même pour la culture et pour le tourisme. On peut dire ce qu'on veut, c'est le même, et il change. Alors, on ne va pas passer des heures là-dessus, mais bien avoir en tête que notre visiteur aujourd'hui, il ressemble plus à ça, il ressemble beaucoup plus à ça, et il est hyper connecté, avant, pendant son voyage, hyper comparateur, hyper prescripteur parce que hyper communautaire, on est connecté avec sa tribu, on partage son expérience, etc. Hyper exigeant, enfin voilà, hyper plein de choses. Et hyper mobile, c'est extrêmement important aujourd'hui, c'est vraiment la grande évolution majeure de ces derniers temps. Hein. On se connecte aujourd'hui beaucoup plus par son mobile que par son PC. Et donc ce visiteur, c'est le même pour la culture et pour le tourisme, et surtout dans sa tête, il n'est pas en train de se dire « Ah tiens, je suis en train de faire la culture, ah, et puis là je vais faire du tourisme, ou là je fais du tourisme culturel ». Non, il vit une expérience autour de ses vacances et de la destination où il est. Et parce que le numérique nous impose de réfléchir et de penser et d'agir en vision client, en évaluant les besoins, les attentes, les comportements des clients, et ben cette frontière entre culture et tourisme, elle va disparaître quand on va mettre véritablement le visiteur au cœur de nos projets. Et c'est ce que portent les startups, parce que bien souvent les startups et les startups qui marchent, c'est ce qu'elles ont fait. Elles ont compris, elles sont pas dans forcément nos vieux schémas ou nos institutions ou nos habitudes, et elles sont parties, pour celles qui fonctionnent, c'est souvent le point commun, véritablement du besoin et du comportement du visiteur, en ne faisant pas cette différence entre le tourisme et la culture. Donc aujourd'hui, c'est ces trois startups qui vont témoigner de ça. On va zapper ce slide-là qui vous montrait que tout le process du voyage est complètement digitalisé, pour arriver à ce slide où on va vous passer la parole à Artips, Timescope et GuestViews, donc 3 exemples de startups qu'on a sélectionnés. Artips pour le côté avant,
va raconter son expérience menée avec le Havre et Nantes sur comment donner envie d'une manière nouvelle et originale de la destination. Une fois sur place, la visite augmentée avec Timescope, que vous pouvez tester là-haut. Et pendant et après le séjour, comment on collecte de la donnée, comment on fidélise le visiteur avec Guestviews. Donc je laisse tout de suite la parole à Amélie pour un 12 minutes chrono pour Artips. Bonjour à tous. Alors, c'est vrai qu'hier, on nous a beaucoup dit d'arrêter de réinventer la roue en tant que start-up. Ça m'a beaucoup marqué. Effectivement, nous, ce qu'on fait chez Artips, c'est vieux comme le monde. On raconte des histoires. On a d'abord créé une newsletter en 2013 que les utilisateurs reçoivent 3 fois par semaine dans leur boîte mail et qui leur raconte en 250 mots, donc lisible en 2 minutes, une histoire sur une œuvre d'art, une œuvre de patrimoine, une performance, une peinture, une sculpture. Très vite, la newsletter a eu un grand succès, donc elle est devenue une application mobile qui s'appelle Les 10 secrets 2 et qui raconte les 10 secrets d'une ville, d'un musée, d'une expo, d'une thématique. Puis une première petite sœur est née, elle s'appelle Music Tips, elle raconte une histoire musicale 1 fois par semaine. Et Science Tips cette année, qui raconte 2 histoires de science par semaine. Donc maintenant, chaque jour de la semaine est couvert par une histoire qu'on raconte à nos abonnés. Toutes ces newsletters et cette appli ont beaucoup de succès, puisqu'on a aujourd'hui 600 000 lecteurs abonnés. On a toujours un taux d'ouverture de 60% et un taux de clic de 20%. Si on ajoute à ça les réseaux sociaux, on est à 1 million d'utilisateurs. Et puis l'appli a été téléchargée 100 000 fois. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'adapter aux nouveaux usages ces histoires qu'on raconte. Donc, on est très storytelling, mais on est aussi digitaux. On est adapté aux micro-moments théorisés par Google. Donc, tous ces micro-moments où vous regardez votre téléphone, on regarde son téléphone 150 fois par jour. Nous, on a essayé de s'intégrer dans le quotidien de nos abonnés en leur disant, vous pouvez ouvrir le mail, ça ne durera que 2 minutes et vous allez apprendre quelque chose de fun et de sympa. Et vous allez tout comprendre en plus. On parle donc à un public extrêmement divers, mais très affinitaire, qui ont comme point commun d'être des curieux et des hyperactifs culturels. Ils sont 73% à visiter régulièrement les musées, voire compulsivement, et ils sont 89% à prévoir des séjours en France ou à l'étranger, et souvent avec un motif culturel au centre. Donc évidemment, avec cet ADN, on a commencé à travailler avec beaucoup d'institutions culturelles, et puis très vite, on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi servir aux destinations, avec la communauté à laquelle on parlait. Donc cette année, on a travaillé avec toutes ces destinations, et notamment avec le Havre, c'est ce que je vais essayer de vous raconter aujourd'hui. Le Havre, c'était un exemple très intéressant, puisqu'il préparait un anniversaire très important, les 500 ans, et il y avait un vrai défi autour de ça, parce qu'il y avait beaucoup d'événements prévus, beaucoup d'œuvres installées dans la ville. Mais quand on a rencontré l'office de tourisme, ils avaient l'impression que la campagne autour de ça allait être extrêmement institutionnelle et assez peu tournée vers la création des séjours au Havre, et donc assez peu touristique, si on peut encore faire cette frontière malgré ce qu'a dit Nicolas. Donc ce qu'on a imaginé ensemble, c'est comment est-ce qu'on tournait les événements autour de l'anniversaire pour déclencher vraiment des séjours et aussi changer l'image de la ville. Nous, ce qu'on aime chez Artips, c'est réfléchir avec les destinations, co-construire la campagne, parce que finalement, les experts de la destination, c'est vous, c'est les gens qui vivent sur place, qui côtoient les touristes et les visiteurs tous les jours, c'est pas nous. En revanche, donc toute l'équipe d'Artips a fait le trajet vers le Havre et s'est imprégné de ce que pouvait représenter la ville. Et puis, on a commencé à réfléchir avec les équipes de l'Office de tourisme, avec Benoît Rémy et son équipe, sur les meilleures histoires à raconter à notre communauté, et plus large encore, à la communauté sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Et donc, ils nous ont raconté évidemment plein d'histoires sur la ville que nous, on a essayé de transcrire avec notre ton, avec notre storytelling et à mettre dans nos différents médias. Donc, on a
On a élaboré un programme éditorial avec un certain nombre de prises de parole sur l'année pour scander le message et aussi le répéter, avec des thèmes très divers, qui soient autour du patrimoine, de l'architecture, mais aussi des œuvres qui étaient très emblématiques de la destination. Chez Artips, on est plusieurs à construire les campagnes, des gens qui d'habitude travaillent très peu ensemble. Donc il y a des historiens de l'art qui sont spécialistes de la vulgarisation, des développeurs qui construisent les outils qui emportent les histoires vers nos utilisateurs, et puis des spécialistes du marketing digital qui vont impacter tout ça pour que ce soit viral, que ça crée la curiosité et que ça crée vraiment l'acte d'achat. Les campagnes, elles racontaient aussi bien la reconstruction de toute la ville par Auguste Perret et que l'arrivée du géant royal de luxe dans la ville quand il y a eu le défilé, ou le volcan d'Oscar Niemeyer qui apportait de la rondeur à toute cette ville assez rectangulaire, ou alors le tableau le plus emblématique de l'impressionnisme, Impression Soleil Levant, qui est peint au Havre évidemment et qui racontait aussi une histoire sur la ville. À la fin de chaque newsletter, on a évidemment des éléments marketing et des liens qui renvoient vers la destination pour créer du trafic, de la curiosité, et évidemment la signature de la ville avec qui à chaque fois on dit qu'on a raconté l'histoire en partenariat. Ces campagnes, elles sont déclinées sur les réseaux sociaux, donc on a eu environ sur l'année une dizaine de posts Facebook, liés évidemment aux thématiques dont je vous ai parlé, et évidemment avec toujours cet aspect assez humoristique qu'on utilise pour créer de l'engagement, du partage. Ce post Facebook que vous voyez à droite, il a généré 500 commentaires pour répondre à la question. Alors ce soleil, il se lève ou il se couche, c'est aussi simple que ça. Parfois la culture, il faut aussi la prendre avec humour et c'est comme ça que ça marche le mieux. Il faut faire des contenus sérieux, mais pas qui se prennent au sérieux. On a aussi évidemment surfé sur l'actualité parce que c'était cadeau, avec le maire du Havre. Et sur Instagram, idem, on a surtout misé sur les belles images parce que chaque réseau social a sa spécificité. Pour créer vraiment l'envie de séjour, on a eu 2 autres idées avec le Havre, donc les jeux concours qui ont extrêmement bien marché et pour lequel on a inventé à chaque fois un petit dispositif de jeu très simple, un cherche-et-trouve, un quiz, une pièce de puzzle qu'on replaçait au bon endroit. On a évidemment aussi posté sur les réseaux sociaux et sponsorisé sur les réseaux sociaux, donc l'idée c'est que ce soit vu un maximum par la communauté et à l'extérieur. La deuxième chose qu'on a imaginée pour que ce soit aussi une incitation à aller sur place, c'est les secrets de la ville dans notre appli. Donc on a écrit 10 secrets sur la ville en elle-même et 10 secrets sur l'anniversaire de la ville et toutes ces œuvres qui étaient installées, des secrets qu'on peut découvrir à distance mais qu'on peut aussi consommer sur place en face des œuvres, comme vous le voyez ici. Les retombées chiffrées, elles ont été très belles et on est très heureux avec le Havre. D'ailleurs, on remet ça l'année prochaine avec grand plaisir. On a en tout touché plus de 3 millions de contacts entre la newsletter et les réseaux sociaux. On a eu 45 000 clics sur chaque newsletter en moyenne. Et on a eu 20 000 participants au jeu. Évidemment, je pourrais citer bien d'autres chiffres. Et on fait toujours des reportings chiffrés à nos clients, parce que c'est important ce que ça génère. On n'est pas seulement on a besoin d'un résultat concret. Mais les retombées, elles ne sont pas seulement chiffrées. Elles sont aussi quali, avec tous ces gens qui se hâtent sur les posts en disant « on y va », en disant que ça leur donne envie d'y aller, en disant que ça leur donne des idées pour leur court séjour. Voilà, c'est tout ça qui nous a animés toute l'année. Évidemment, on se fait fort de répondre à la plupart des questions et aux commentaires, parce que le community management, c'est indispensable. Et puis aussi, tous ces messages de lecteurs qui disent « j'ai découvert le Havre pour la première fois et je suis très heureux de l'avoir fait », qui demandent de la documentation, qui ont préparé leur visite avec l'appli. Voilà, tout ça, ça fait un beau livre d'or, pour reprendre l'idée de Gazious. L'idée, c'est vraiment d'avoir pu pas seulement mettre des chiffres et du digital derrière, parce que la viralité, c'est bien, mais d'avoir pu enclencher le phénomène derrière, que les gens se soient vraiment déplacés pour aller voir ce qu'était cette ville et pour beaucoup pour la première fois.
Je ne vais pas détailler toutes les autres campagnes parce que le schéma est toujours un peu le même. Pour le voyage à Nantes, évidemment, c'était plus conforter l'attractivité de la ville parce qu'elle n'a plus à faire ses preuves, mais il y avait des éléments très particuliers, surtout pendant les vacances scolaires, se rendaient les messages avant les vacances scolaires pour créer des séjours à ce moment-là. Et puis, il y avait, donc on a fait exactement le même principe, on a créé un parcours, un programme avec le voyage à Nantes. On a géolocalisé certains envois au Grand Ouest. Donc ça, c'est aussi une spécificité de Nantes. On n'a pas seulement fait à toute la base d'abonnés. On a géolocalisé les envois parce que c'était une volonté de la part du voyage à Nantes. On a évidemment raconté des histoires qui leur étaient propres et qui ont extrêmement bien marché aussi. Et ce qu'on a fait, c'est on leur a donné la licence des contenus pour leurs interfaces. Ils peuvent... On leur envoie le fichier en HTML ou en contenu brut et ils peuvent les réutiliser sur leur site internet, dans leur newsletter. Voilà, ça ne va pas seulement à notre communauté, ça va aussi au leur. Parce que quand les histoires sont belles, autant qu'elles soient partagées un maximum. Et le dernier acte que je voulais vous décrire très rapidement, c'était Voyage Impressionniste, donc cette marque qui se crée entre le CRT Île-de-France et le CRT Normandie. Alors là, bon, évidemment, c'est cadeau pour Artips, l'histoire de l'impressionnisme et donner envie de vivre comme les impressionnistes. Chez nous, ça nous motive un peu, on a des petits frissons. Donc, on a évidemment mis en avant cette nouvelle marque dans la newsletter. On a raconté ces histoires, mais on a aussi fait autre chose. On a conçu les contenus de leur jeu concours, pour lequel il y a eu 20 000 participants à peu près. C'était un gros succès pour gagner un séjour dans les lieux de l'impressionnisme. Et puis ce qu'on a fait, c'est on a utilisé notre nouvel outil qui s'appelle Mes Antisèches Arctiques, je ne sais pas pourquoi elles ne sont pas visibles ici, pour former les professionnels de la destination. Donc l'impressionnisme, ça ne parle pas à tout le monde dans la destination, même si on est en Île-de-France et en Normandie. Et nous, ce qu'on a créé, c'est du micro-learning autour de l'apprentissage des territoires et de la destination. Et là, on a été faire des conférences à Fontainebleau autour de l'impressionnisme en Seine-et-Marne d'abord, et puis on va essayer de faire les autres départements ensuite pour dire qu'est-ce que c'est que l'impressionnisme, comment on le raconte et comment ça peut être un motif de séjour pour les clientèles auxquelles vous parlez, même s'ils n'ont pas au centre de leur vie la culture. Et donc après, ils ont accès à une plateforme que je serais ravie de vous détailler quand vous viendrez me voir peut-être sur mon stand 13. Mais en tout cas, ils ont une petite anti-sèche à leur portée pour pouvoir raconter des histoires culturelles autour de leur destination, même si ce n'est pas leur spécialité. Voilà. Merci beaucoup à tous. Donc là, on était avant avec Artips, on a donné envie de venir à la fin, d'accord? Notez-les et on se garde un quart d'heure à la fin pour poser des questions. Juste une remarque, 45 000 clics par newsletter. Si vous avez retenu là où j'ai travaillé avant, je peux vous dire que pour arriver à ce chiffre-là, c'est plusieurs millions qu'il faut envoyer quand on... Et donc ça montre la puissance du ciblage et de la qualité du contenu dans le résultat. Donc notre visiteur, il est venu et maintenant il est sur place et il va visiter. Bonjour à tous, donc, je suis Basil Segalen, je suis cofondateur de Timescope. Timescope qui est une start-up basée à Paris et également c'est le nom d'une machine qui est une machine assez particulière parce que c'est une machine qui permet de voyager dans le temps. En fait, concrètement, c'est une borne de réalité virtuelle, une borne qui intègre une technologie de réalité virtuelle et qui permet, donc in situ justement, de faire une expérience augmentée, c'est-à-dire de découvrir un lieu tel qu'il était à une autre époque de l'histoire. Concrètement, c'est très simple la façon dont ça fonctionne. Vous arrivez sur place, vous choisissez sur un écran tactile l'époque de votre choix et vous commencez une expérience d'immersion 360 degrés. Vous pouvez ajuster également le boîtier de visualisation à votre taille. Donc pour les enfants notamment, à partir de 7 ans, on peut faire l'expérience Timescope. Et vous tournez autour de la borne qui pivote sur elle-même complètement et vous avez un panorama complet du lieu où vous vous trouvez précisément, mais encore une fois, plusieurs siècles plus tôt par exemple, ou plusieurs années plus tard. C'est une borne qui est accessible, donc en libre service. C'est la réalité virtuelle vraiment mise à la portée de tous, mise à la portée du visiteur. On passe par là et on fait une expérience immersive. On a le point de vue qu'on aurait exactement du même emplacement.
une expérience qui est immersive parce qu'on est sur une technologie de réalité virtuelle. On est en fait, on est comme à l'intérieur d'un film avec un très fort sentiment de présence. Vous vous retrouvez avec des personnages animés qui passent sous vos yeux, donc potentiellement des calèches par exemple, des personnages qui ont des costumes d'époque, et le lieu qui est reconstitué fidèlement aussi tel qu'il était, dans une borne qui est solide, qui résiste aux intempéries, au vandalisme, aux variations climatiques, qu'on peut installer justement vraiment dans l'espace public. Et enfin, une borne qui est connectée, on a une connexion Internet qui nous permet de savoir en temps réel ce que les gens pensent du contenu, parce qu'on peut voter à la fin de l'expérience également, et savoir voilà, en quelle langue l'expérience a été visualisée, et combien d'utilisateurs on a par jour, etc. Et enfin, une borne qui est made in France intégralement. En termes d'expérience concrètement, ce qu'on a dans le Timescope, donc on peut revivre l'histoire d'un lieu, c'est ce dont je vais parler juste après, donc se plonger dans l'histoire d'un lieu, mais on peut aussi voyager dans le temps dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on peut découvrir par exemple aujourd'hui un lieu différemment, donc vraiment interpréter le présent, avoir une vue 360 degrés augmentée, un peu comme les longues vues que vous connaissiez auparavant sur les sites touristiques, mais au lieu de voir simplement au loin, là vous avez des informations qui apparaissent en réalité augmentée, qui vont vous apprendre davantage de choses sur le lieu. Et enfin, on a également le futur, c'est que c'est passé, présent et aussi futur. On peut modéliser un quartier qui va être amené à évoluer, et donc voyager dans le temps, et à différentes époques, ça peut comprendre aussi des époques qui sont encore à venir. Ce dont je souhaitais vous parler aujourd'hui, dans la continuité de ce qu'a fait Amélie, c'est encore une fois de cette destination, Le Havre, qui décidément a fait parler d'elle cette année, et a pas mal innové. Avec cet anniversaire, en effet, les 500 ans de la ville du Havre, et ben c'était en effet quelque chose d'intéressant pour Timescope également, pour le voyage dans le temps. Et on a donc 2 Timescopes qui sont maintenant installés dans la ville du Havre, dans l'espace public. On en a un qui est juste à côté de l'hôtel de ville, et l'autre qui est sur le grand quai, le quai de Southampton, et qui sont donc accessibles à tous les passants depuis plusieurs mois, et ça fonctionne très bien. Et l'objectif aujourd'hui, c'était de vous raconter un peu cette histoire et la façon dont on fonctionne pour créer un contenu réaliste qui corresponde justement à ces voyages dans le temps. Dans l'équipe Timescope, on a en effet nous-mêmes pas mal de ressources différentes, et on fait un travail de pré-production d'abord qui consiste à étudier des archives, en fait, des sources historiques assez nombreuses et assez variées, et qui consiste donc en fait simplement à étudier par exemple des cadastres, des plans, ainsi que des documents iconographiques. On a ici un des 2 emplacements pour la ville du Havre, donc avec une vue aérienne d'aujourd'hui et également donc un plan assez précis, et on va vraiment analyser ces différents documents pour positionner le film 360 degrés en réalité virtuelle exactement du même point de vue que là où sera installée ensuite la borne, pour avoir vraiment cette correspondance, c'est-à-dire qu'au centimètre près, on puisse vraiment orienter la borne et les jumelles et voir ce qu'on aurait vu si on était exactement au même endroit, mais simplement à l'époque choisie. Et après, donc, on analyse également des documents iconographiques, des photos par exemple. Pour le Havre, notamment sur l'emplacement sur le Grand Quai, l'objectif était de montrer le Havre en 1860, donc montrer le Havre tel qu'il était à cette époque-là. C'est une ville qui a été détruite, comme vous le savez peut-être, en septembre 1944, donc qui a été vraiment rasée à 80%. Et donc on fait revivre en fait, on fait ressurgir l'histoire du lieu, on a reconstitué intégralement ce quai. Alors le quai existe toujours, mais il a bien changé, et donc on s'est basé sur ces documents-là qui existaient pour avoir quelque chose de très fiable. On a travaillé avec également les services de la mairie du Havre, qui étaient des services vraiment archives, patrimoine, pour avoir quelque chose de fiable, et c'est ce qu'on fait à chaque fois. En fait, on travaille avec des historiens pour avoir vraiment un contenu qui, sur la forme comme sur le fond, soit réaliste et corresponde à la réalité historique. Donc le quai au 19e siècle, on va analyser pas mal de documents, alors certains qui sont colorisés, d'autres qui sont en noir et blanc, et on retrouve une atmosphère, on retrouve une ambiance, on retrouve des immeubles, des bâtiments qui n'existent plus du tout aujourd'hui, et comme vous le voyez également, des personnages d'époque, et donc on va analyser chacun des détails de ces documents-là, et certains détails qui sont parfois assez importants, qui sont vraiment constitutifs de l'histoire d'une ville. Concrètement, vous avez ici, sur cette photographie, vous pouvez voir qu'il y a un bâtiment là, sur la gauche, qui est le musée des Beaux-Arts, et qui lui aussi a été complètement détruit en 1944. Donc en analysant ces différents documents, on va se concentrer aussi sur ces éléments-là, pour se baser vraiment avec différents angles
sur la modélisation ensuite de ce bâtiment notamment, pour ensuite créer en réalité virtuelle le lieu en question. Donc la première étape, c'est la pré-production, où on analyse des sources historiques. Ensuite, on confie ça à nos graphistes 3D, à nos animateurs 3D, qui vont recréer fidèlement le lieu. Et vous avez donc différentes étapes dans la création, mais on retrouve finalement ce qui est l'extrait du film Timescope que vous voyez ici, et que vous pouvez venir d'ailleurs découvrir aussi, parce que la borne est juste au rez-de-chaussée là-haut. Donc si vous voulez découvrir l'expérience du Havre notamment, je vous invite à passer tout à l'heure. Mais vous voyez, on retrouve le musée des Beaux-Arts par exemple, et toute la scène qui est reconstituée pour avoir vraiment quelque chose qui corresponde à l'emplacement près et au centimètre près à la réalité historique. Un autre point de vue toujours sur le quai, donc on a bien sûr aussi des bateaux, c'est donc un film animé encore une fois, donc les voiles bougent dans le vent, on a des personnes qui avancent, des chevaux également, c'est une atmosphère visuelle mais aussi sonore, on entend ce qui se passe, on entend des chevaux hennir par exemple. Et l'autre emplacement, donc devant l'hôtel de ville du Havre, c'était très fort aussi, très intense, parce que c'est là aussi un lieu qui a été complètement détruit. L'hôtel de ville ressemblait à ça, donc c'est assez différent de l'hôtel de ville d'aujourd'hui, qui est plus dans l'architecture d'Auguste Perret. Mais de la même façon, on a reconstitué l'hôtel de ville avec le point de vue exact du Timescope, là où il est installé, juste à côté de l'arrêt du tram. Et donc on a montré différentes époques. Là ici on est en 1932 au Havre, mais également on a souhaité montrer, enfin c'était en partenariat avec la ville détruite justement. Donc il y avait en fait la logique aussi de mémoire finalement. C'est une ville qui a été meurtrie un peu dans sa chair aussi. Et donc on a recréé. Alors c'est des images qui sont assez fortes, mais ça correspond à la réalité historique. Juste après le bombardement de 1944, l'hôtel de ville vraiment rasé. Et donc de la même façon, c'est sur la base de photos, d'archives, qu'on a recréé ce contenu-là. On a un tramway qui passait autrefois à cet emplacement, qui a été donc lui aussi a souffert des bombardements, mais qui existe de nouveau. Et c'était ça qui était assez fort dans ces vidéos-là, dans ces films de réalité virtuelle-là, c'est que dans la continuité du film de 1944, on a la reconstruction derrière avec Auguste Perret. Et on a aujourd'hui un tramway, comme la plupart des villes en France, il y a des tramways qui sont réapparus dans les années 2000. Et le tracé du tramway aujourd'hui au Havre suit le tracé de ce tramway qui était à l'époque hippomobile. Donc on a aussi ce lien en fait entre le passé, le présent et le futur. Et on a très récemment mis à jour d'ailleurs le contenu, parce qu'on a aussi modélisé le Havre tel qu'il sera en 2020. Donc toujours sur le quai, on peut voir à la fois le passé, mais maintenant on peut aussi voir le futur, sur la base non pas cette fois d'archives historiques, vous en doutez, mais du projet en fait urbanistique qui va être mené prochainement. Et donc on a la possibilité, toujours en 360 degrés, toujours vraiment avec ce panorama complet, et toujours du même emplacement, de voir le passé, mais aussi de voir le futur. Donc ça s'est très très bien passé pour nous, on était ravis d'être associés à ces 500 ans, et les bornes sont accessibles encore pour plusieurs années, donc si vous avez l'occasion de découvrir cette ville, n'hésitez surtout pas à faire l'expérience Timescope, c'est vraiment accessible de jour comme de nuit, en libre service et pour tout le monde. Mais on a eu vraiment donc une très belle inauguration d'abord. Les bornes étaient commandées par la personne que vous avez vue en maillot de bain tout à l'heure, notre actuel Premier ministre qui était à l'époque maire du Havre, et inaugurée par le nouveau maire du Havre également. Donc une inauguration officielle, des retombées médiatiques importantes, de France 3 Régions à Ouest France en passant par France Info. On a eu beaucoup de retombées très très positives, et donc vous avez ici Adrien Sadaka qui est cofondateur avec moi de Timescope, et surtout des utilisateurs ravis. On a beaucoup d'utilisations, on est à 400 utilisations par jour en moyenne depuis l'installation, donc ça tourne beaucoup. C'est la réalité virtuelle offerte aux passants, offerte à tous, avec vous voyez des enfants, des personnes âgées. On a vraiment des publics très variés, des gens qui sont technophiles, d'autres qui sont pas du tout geeks a priori, qui s'intéressent peu à la réalité virtuelle, mais qui vont être intéressés par l'expérience qui fait sens, l'expérience vraiment augmentée sur place. Donc c'est très très varié, très très large, et des contenus qui sont accessibles bien sûr dans les bornes, mais qui sont également accessibles sur Facebook par exemple, ou sur YouTube 360. C'est qu'on peut retrouver un peu ces contenus-là, et ça nous a permis également d'avoir de très très bons retours, et très nombreux retours. Donc c'est un peu
une slide assez proche de la tienne, Amélie, mais je vous invite à aller voir directement sur Google, sur Facebook, ce que les gens en pensent. Ça nous a aussi fait très, très chaud au cœur de voir tous ces commentaires. C'est très très positif et très naturel en fait. En fait, le contenu voyage dans le temps est très viral et fait beaucoup parler et plaît beaucoup aux gens. Voilà, merci à tous. Merci Basile. Une chose que Basile a dite, mais j'insiste dessus, pour Timescope, c'est vraiment l'élément clé, c'est que vous avez au premier étage, au rez-de-chaussée, un Timescope, et donc vous pouvez tester le voyage dans le temps et tester la borne. Donc notre visiteur, il est venu dans la destination. Vous avez une problématique de connaître vos visiteurs, de savoir qui ils sont, d'avoir de la donnée sur eux, de pouvoir les fidéliser. Et pour ça, il y a une start-up qui est très performante qui s'appelle Guess-Use. Je laisse la parole à Alizée. Merci. Hop. Alors, moi, je m'appelle Alizée Doumer. Je suis la cofondatrice de la start-up Guess-Views, qui est une start-up qui a 3 ans et demi, qui est née à Paris, qui a très bien fait ses preuves dans les institutions culturelles et qui commence à se développer avec les acteurs touristiques. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous faire un petit cours d'entrepreneuriat. C'est une blague. Je vais vous raconter en fait quel est le problème que j'ai observé. Dans une autre vie, j'étais responsable des publics. Ça, c'est le mot culturel pour en fait parler des personnes qui s'occupent de la fidélisation des clients. Parce que comme l'a dit Nicolas aujourd'hui, les institutions culturelles ont de moins en moins de subventions. Du coup, elles doivent penser ressources propres, donc faire revenir ses visiteurs. Et moi, je devais penser ROI. Je savais accueillir mes visiteurs, je leur faisais vivre une expérience extraordinaire, mais je ne savais pas qui ils étaient, d'où ils venaient, pourquoi ils venaient, etc., etc. Enfin, je savais un tout petit peu parce que les outils qu'on mettait en place dans mon institution, c'était le livre d'or papier. Alors vous allez me dire, c'est vachement bien les livres d'or, c'est super cool, on trouve des dessins. C'est un outil en fait qui est humain. Ça s'adresse à tout le monde, c'est facile. Mais le problème pour les gens comme moi, c'est que c'est horrible à réexploiter. Donc on avait ces livres d'or papier qu'on mettait sur le côté, donc le petit cahier Clairefontaine qu'on essayait de retraiter tous les mois. Et puis on avait aussi ces petits formulaires Bristol où on récupérait des adresses e-mail en cochant des cases pour savoir quels étaient les centres d'intérêt de mes clients, parce qu'on va appeler ça des clients. Et mon meilleur ami, ou mon pire ennemi, c'était les fichiers Excel. J'ai vécu un enfer. Et c'est comme ça que j'ai dit, attendez, il y a quelque chose à faire pour les institutions culturelles et pour les acteurs du tourisme, c'est réinventer pour le coup un petit peu la roue, d'une certaine manière, et c'est de proposer à ces gens-là un outil numérique qui allait pouvoir leur permettre de collecter de la donnée sur place pour mieux fidéliser sa clientèle. Et c'est comme ça qu'avec Camille, mon associé, on a eu l'idée de créer Guess-Views. Guess-Views, c'est un outil très simple, c'est un livre d'or numérique, comme j'ai dit, qui prend la forme d'un logiciel SaaS, qui permet de collecter sur place. Ça, c'est très important parce que c'est notre positionnement. Nous, on collecte les données là où les gens sont, c'est-à-dire à la sortie de leur visite, en fin d'expérience, parce qu'on est sûr que ce sont des vrais clients et que c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir capter un maximum de données à chaud, authentiques et surtout en grand nombre. Qui va permettre aussi, donc, ce logiciel d'analyser et de valoriser les données en temps réel pour permettre, donc, du coup, à nos clients, d'une part, de prendre des décisions opérationnelles en temps réel tangibles grâce à la donnée en continu, mais aussi d'améliorer leur stratégie de fidélisation puisqu'on leur permet de se constituer une base de données qualifiée. Donc du coup, vous avez compris, Guess-Views, notre promesse générale, c'est de mieux connaître nos visiteurs pour mieux les fidéliser. Et le produit, il est en 3 temps. Il va vous permettre tout d'abord d'écouter vos visiteurs, donc à la sortie d'une expérience de visite par exemple, de les comprendre, mais aussi d'agir pour valoriser cette donnée. Comment on écoute? Parce qu'on récupère, comme je vous disais, des données à chaud, et ça, c'est via des interfaces type tablette. Vous verrez, on est aussi en stand E13, vous allez tester le produit, c'est hyper sympa, qui est complètement personnalisable. Nous, ce qu'on propose à nos clients, c'est d'avoir accès à une usine à app où ils vont choisir leur fonctionnalité, créer leur design, leur contenu visuel, textuel, vraiment s'adapter en fonction de leur stratégie en fait de collecte de data. La navigation va être complètement paramétrée et surtout on est en train de mettre en place une petite application mobile qui va vous permettre aussi grâce à des push de collecter de la donnée sur place. Donc c'est sur tablette, on aime bien la tablette parce que c'est visuel, c'est facile, c'est chaleureux, mais aussi dans très très peu de temps on va proposer une version mobile. Donc pour en revenir sur la tablette, je vais vous montrer à quoi ça sert concrètement et ce qu'on peut faire. Donc quand je vous disais que c'est personnalisable, on a plusieurs types de fonctionnalités. Tout d'abord la collecte de commentaires libres, là vous allez me dire ça c'est
on parlait, c'est ce qu'on propose à nos visiteurs, c'est de répondre à une question souvent générale. Qu'avez-vous pensé? Là, c'est très musée, mais qu'avez-vous pensé de votre visite? Avez-vous aimé l'aquarium, etc. Voulez-vous donner un petit mot, laisser un petit mot à nos équipes? C'est vachement sympa pour valoriser les équipes de l'institution en question. On va lui proposer aussi de choisir des images. Ça, c'est vraiment l'aspect quali. C'est une fonctionnalité qui fonctionne hyper bien. Par exemple, on travaille avec des aquariums qui ont mis en avant leur bassin. Ils mettent plusieurs images, je sais pas, le bassin des requins, le bassin des méduses, etc. Et on va demander aux visiteurs, aux clients, quel est le bassin que vous avez préféré. Et en fonction de ça, ils vont pouvoir peut-être repenser la signalétique au sein de l'aquarium pour attirer plus de visiteurs chez les méduses si elles n'ont pas trop de succès, etc., etc. Donc ça, c'est l'aspect quali et ça fonctionne très bien. On va leur proposer de signer. Alors ça, c'est bon, signature manuscrite, c'est important pour nous. On voulait continuer à garder cette trace écrite parce que ça valorise le visiteur et surtout, ça peut être intéressant dans le cadre de stratégies, notamment sur les réseaux sociaux. On a des clients qui font des concours dessins, ils mettent en avant les dessins des enfants et c'est assez sympa cet aspect ludique. Sur les autres parties des fonctionnalités qu'on propose, on va faire tout ce qui est évaluation de la satisfaction, collecte de profils, poser des questionnaires, QCM, QCU. Encore une fois, tout est complètement personnalisable. Nous, ce qu'on vous offre, c'est une boîte à outils et vous allez créer l'application qui va répondre à votre stratégie. Et enfin, évidemment, c'est un peu le nerf de la guerre, on va permettre à nos clients de collecter des emails qualifiés. Côté client, qu'est-ce qui se passe? Vous allez me dire, bon, c'est bien sympa ton application, mais moi, concrètement, comment je l'utilise? Nous, en fait, ce qu'on propose à nos clients, c'est d'avoir accès en temps réel à un reporting qui permet d'avoir toutes les données agrégées, de pouvoir faire des croisements de données en fonction de critères qu'ils vont définir, de pouvoir croiser des données s'ils ont des multisites pour pouvoir, du coup, amorcer des stratégies qui vont dans le sens d'une tendance qui va pouvoir ressortir à travers ces données, de modérer les commentaires et évidemment d'enrichir leur CRM, leur outil GRC en temps réel. On a des API en fait qui permettent de faire remonter les adresses email automatiquement sur les CRM de nos clients. Et ensuite, là je vais faire un petit clin d'œil à mes copains d'à côté, c'est qu'on leur permet d'agir. Tout d'abord, il faut savoir qu'avec GuestViews, tous les visiteurs qui laissent une adresse email au sein de l'application reçoivent automatiquement un email de remerciement. C'est très important de dire merci à ces visiteurs. Un super email de remerciement qui est ouvert aujourd'hui à 65% par nos visiteurs qui utilisent l'application. Dans cet email, en fait, on va pouvoir complètement personnaliser en fonction du profil de l'utilisateur. Par exemple, je suis une maman, je viens faire la visite de l'aquarium de Nancy avec mon petit garçon et j'ai envie de savoir s'il y a des activités jeunes publics. J'étais pas au courant, j'ai pas vu de papier, de prospectus, on ne m'a pas bien indiqué et je vais recevoir automatiquement toute la programmation des activités jeunes publics qui sont liées à mes besoins. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le visiteur va pouvoir récupérer son commentaire, le repartager et devenir un prescripteur au sein de sa communauté, à la fois sur ses réseaux sociaux, mais aussi sur les sites d'avis en ligne, TripAdvisor. On a des API qui permettent de faire remonter les commentaires sur TripAdvisor, sur Google Business, dans les pages jaunes. Je sais pas si ça vous intéresse, mais bon, en tout cas sur les deux premiers, il y a un vrai impact pour vous. Et aussi, dans le cadre donc de la présentation qu'on est en train de faire, on pourrait très bien proposer aux visiteurs de découvrir un nouveau secret pour continuer son expérience dans la région dans laquelle il est par exemple en question, ou découvrir un nouveau voyage dans le temps. Je ne sais pas si tu travailles avec la ville de Nancy, mais je ne sais pas, voilà, avec un nouveau timescope. Donc c'est vraiment un email qualifié qui va vous permettre d'agir et d'avoir des actions marketing directes auprès de vos visiteurs. Aujourd'hui, quelques chiffres clés, qui ne sont pas tous mis à jour d'ailleurs. On a collecté presque 200 000 contributions. Nous, nos taux de participation sans incentive, ça veut dire sans qu'il y ait un gain à la clé, c'est 15% en fait des visiteurs qui participent au livre d'or numérique. Du moment qu'il y a quelque chose à gagner, on peut aller jusqu'à 60%. Bon. Nous, dans les musées, ils n'aiment pas trop faire gagner des trucs, mais pourquoi pas, les acteurs du tourisme, est-ce que vous êtes prêts à faire des tirages au sort? Ça peut augmenter le taux de participation. Comme je vous disais, donc le taux d'ouverture, c'est 60%, et actuellement, 98% de nos clients se réengagent, puisque notre business model, c'est une licence annuelle qu'il faut renouveler tous les ans, et on a actuellement 98%. Les 2%, ce sont des sites qui ont malheureusement fermé, et voilà, on satisfait nos clients. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, 90% de nos références, c'est beaucoup d'institutions culturelles, mais ça fait quelques mois que des acteurs du tourisme viennent nous chercher, des salles de spectacle, des aquariums. On travaille aussi avec Gare et Connexion pour justement valoriser le territoire dans la ville de Nice, par exemple. On a remporté un prix de la start-up culturelle et on n'est pas simplement en France, on travaille aussi avec les Suisses, les Belges, le Royaume-Uni. Vous nous trouverez au British Museum si vous allez à Londres bientôt. Là, on m'a demandé de faire un cas pratique. Désolé, c'est encore très institution culturelle, mais bon, le CMN, c'est un acteur du tourisme qui est quand même assez important.
On a participé, on a remporté un appel à projet avec le ministère de la Culture qui nous a proposé en fait de travailler pour la première fois avec un grand groupe de la culture qui est le CMN. Et on a fait une expérimentation sur 6 sites, Panthéon, Château de Vincennes, Abbaye de Montmajour, Puisé-Rempart d'Aigues-Mortes, mais aussi la maison de Georges Sand à Nohant et le château d'Oiron. En fait, ce qui était intéressant pour le CMN et les objectifs principaux, c'était de comprendre et de dialoguer avec leurs visiteurs, et ce sur place. C'était très très important de retrouver un outil humain chaleureux, donc c'est pour ça qu'ils avaient eu cette idée de nous mettre dans cette expérimentation, parce que le livre d'or numérique, le livre d'or, tout le monde sait ce que c'est, et c'était hyper intéressant pour eux d'utiliser ce type d'outil humain chaleureux pour aller chercher de la data de manière un peu différentes. Ensuite, grâce à cet outil, ils avaient besoin de prendre des décisions opérationnelles, notamment revoir toute leur stratégie de fidélisation sur certains sites parisiens et renforcer l'effet de réseau entre les partenaires. Et je vais vous montrer 2 exemples. Donc sur l'aspect chaleureux et humain, on a implanté notre livre d'or au Panthéon dans le cadre de l'exposition 4 vies en résistance. Et en fait, c'était vraiment la première fois qu'on était sur un sujet aussi grave, puisque c'était la panthéonisation de 4 résistants il y a quelques années. Et on s'est rendu compte que les visiteurs avaient beaucoup de choses à dire sur la thématique. On a atteint près de 20% de participation. On a eu des commentaires qui ont été relayés partout sur les réseaux sociaux, sur les plateformes d'avis. Ça a été tellement utilisé comme outil qu'ils ont presque failli faire un livre de la parole des visiteurs. Voilà, donc ça a très très bien fonctionné. Et c'est vrai que ça a clairement changé en fait la fin de la visite, je pense aussi pour de nombreux visiteurs qui avaient besoin de s'exprimer sur le sujet. Enfin, sur la question de la cohésion des territoires, on a implanté 2 livres d'or, un au château d'Oiron, donc qui fait partie du Centre des Monuments Nationaux, et un sur un site d'art contemporain qui a à une vingtaine de kilomètres du château d'Oiron. L'idée, l'objectif de ce livre d'or, c'était de collecter de la donnée et de renvoyer les visiteurs d'un site à l'autre. On a atteint nos objectifs puisque environ 50% des visiteurs qui ont utilisé les livres d'or ont pu découvrir l'exposition du château de Rurart, qui était l'autre site partenaire, et inversement. Donc vous voyez, c'est un véritable outil pour créer des cohésions aussi de circulation de visiteurs, faire découvrir l'ensemble de l'offre touristique au sein d'un territoire. Et c'est vrai que ça a beaucoup fonctionné, très très bien fonctionné dans ce cadre-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, 100% de ces acteurs sont satisfaits. Là, je vous ai dit, on a eu 15% de participation et 50% d'allées-venues d'un site à l'autre. Et puis surtout, on a mené en parallèle une étude sur les visiteurs pour savoir quelle était la réception, parce qu'on voulait être certain que ça plaisait et qu'il fallait continuer à développer de nouvelles fonctionnalités. Et aujourd'hui, 9 visiteurs sur 10 recommandent Gazeuse. Pour la petite histoire, l'aventure continue avec le Centre des Monuments Nationaux. On a remporté un appel d'offres et donc on va équiper dans les 4 heures à venir entre 30 et 50 monuments. Donc toujours dans le test stratégie de mieux comprendre ces visiteurs, de créer un dialogue chaleureux, de prendre des décisions opérationnelles pour continuer ces stratégies de fidélisation et surtout échanger les visiteurs au sein du territoire pour qu'ils aient une vision globale en fait de ce qu'on peut proposer dans l'offre touristique. Voilà, donc désolé pour mes petits icônes qui ont complètement sauté, c'est à 13 années 90. N'hésitez pas à suivre Gazeuse sur les réseaux sociaux et puis à nous retrouver avec Amélie en stand de 13. Merci beaucoup. Merci Alizé, n'oublie pas de respirer. Je crois qu'il y a des questions, pas mal, donc Madame qui avait... Non, oui, j'avais 2 questions. Pour Airtips, est-ce que vous travaillez avec la ville de Marseille ou l'Office du tourisme de Marseille? Je ne sais pas si ça marche, ça. Vous m'entendez là? Oui, oui. On travaille, pour l'instant à Marseille, on a travaillé qu'avec le MUSEM. Ah oui, d'accord. Voilà, donc on n'a pas encore travaillé avec la ville ou avec l'Office du tourisme. D'accord, ok. Et j'avais une question pour vous. Combien ça coûte la borne à installer est-ce que c'est financé par la mairie, l'Office du tourisme? Comment ça se passe? C'est assez variable. Dans nos clients, on a des collectivités en effet, mais aussi des musées, des châteaux. Ça peut être des OT, ça peut être des CRT également. Le modèle économique, c'est principalement la location. On est sur un modèle de location avec un forfait entretien, maintenance, reporting qu'on intègre également dans cette location-là. Et après, on a également la création du contenu. Dans certains cas, il faut créer un contenu, notamment sur de la reconstitution en réalité virtuelle. Ça peut être vraiment des expériences très animées, très réalistes. Sur la place de la Bastille, on pourrait avoir la prise de la Bastille, par exemple. Et donc, c'est pas la même chose en fonction du contenu. Mais ce que je vous invite, c'est à venir me voir ensuite à la borne
vous me voyez venir, j'imagine, pour tester l'expérience, bien sûr, en 360 degrés et qu'on discute sur vos projets. Mais en effet, souvent, en fait, on peut avoir plusieurs partenaires. Ça peut être financé en partie par la ville, en partie par la... Enfin, mais dans certains cas, c'est l'office de tourisme. C'est vraiment assez variable, en fait. Alors, bonjour, j'ai moi aussi deux questions. En tout cas, vous avez raison, on commence jamais par le prix, en règle générale. Alors, première question, c'est vrai que pour Artips, notamment, vous aviez indiqué que vous aviez retenu une remarque sur les startups, ne pas réinventer le fil à couper le beurre. Et finalement, dans ce que vous proposez en matière de contenu, d'autres l'ont déjà fait. La réussite, vous pensez la devoir à quoi? À la contextualisation, à la façon dont vous avez imaginé le contenu? C'était vraiment mon interrogation. Comment vous pensez, comment vous percevez votre différenciation par rapport aux autres? C'est assez simple. Notre différenciation, c'est la façon de raconter les histoires, parce qu'en réalité, la culture, elle se parle beaucoup de façon élitiste quand même. Donc, si vous les lisez, vous voyez qu'il y a quand même une vraie différence. L'adaptation aux nouveaux usages, donc le format court, très storytelling, et y associer aussi une maîtrise du marketing digital. En gros, associer toutes les compétences dont j'ai parlé tout à l'heure, des développeurs, des marketeurs et des historiens de l'art. C'est quand même assez rare de les associer. Et si vous lisez nos contenus, vous voyez qu'il y a beaucoup de travail derrière, de pédagogie et d'accessibilité. D'accord. Alors, et deuxième question, parce que quand je vous vois tous les trois, j'ai l'impression de voir un groupement d'intérêt économique qui est déjà en train de se former finalement. Vous êtes complémentaires, vous nous avez parlé de complémentarité, mais pas de synergie. Dans ce que vous faites, dans ce que vous comptez, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait de la synergie avec Timescope, bien entendu, quand on remonte dans le temps et qu'on puisse découvrir des histoires contées par Artips? Si, bien sûr. Une des newsletters qu'on a envoyées sur Le Havre, par exemple, renvoyait vers le site du Havre qui avait mis en home la bande Timescope. Donc, alors, oui, bien sûr, on a les mêmes clients, donc on fait de la synergie tous les jours et les startups, elles ont beaucoup l'habitude d'en faire. Alors, ça j'entends bien, mais j'ai essayé votre Timescope, je suis monté au premier étage et j'ai fait le test, et il y avait une jolie story, je ne vais pas rester avec le micro, mais il y avait une jolie story qui était comptée. C'est pas quelque chose qui peut s'imaginer entre deux entreprises? Oh, mais bien sûr, on en parle tous les jours entre nous, donc vous avez tout à fait raison. Il faut juste le temps pour le mettre en place, hein, parce qu'on a... Voilà. Non, mais vous avez tout à fait raison. On est en lien permanent et c'est pour ça qu'on fait les conférences ensemble. C'est pour ça qu'on fait les ateliers ensemble et les stands ensemble. Donc, les synergies, elles sont présentes. D'autres questions? Je vais vous demander de vous présenter au moment de poser votre question, s'il vous plaît. Bonjour. Claire Grelier, je fais partie de Catch Business School, je suis doctorante en tourisme. J'ai une question pour Guestview, du coup. Donc vous avez fait ce livre d'or pour principalement du coup des musées ou des organisations du patrimoine. Comment vous pensez du coup cette application pour le tourisme, dans le sens où ceux qui visitent les musées ont quand même un engagement, je pense, assez fort et une envie de répondre, peut-être plus importante que de simples touristes sur une destination. Et du coup, en quoi vous le différenciez d'un simple questionnaire de satisfaction, quoi, en gros? Alors, très bonne question, merci. Non, mais c'est clair. Pourquoi le tourisme? Parce qu'on a plein d'acteurs déjà touristiques qui sont venus nous voir. En fait, nous, notre outil, il s'adresse à tous les lieux qui accueillent des clients physiques, tout simplement. Donc, on pourrait très bien travailler, je ne vais pas faire ça demain, mais dans le retail, etc. Pourquoi pas? Les acteurs du tourisme, ce qui les intéresse, c'est d'avoir des outils pour améliorer leur stratégie de fidélisation. Comme on le disait hier, c'est beaucoup plus facile de faire revenir quelqu'un qui est déjà venu que d'acquérir un nouveau client. Donc l'avantage de cet outil, c'est qu'avec le surplace, on capte les gens présents, et donc grâce aux données collectées, on va pouvoir leur proposer des programmations qui vont les intéresser directement pour améliorer leur expérience touristique. Donc moi, j'ai déjà parlé avec des offices de tourisme, j'ai déjà parlé avec des restaurateurs, des hôteliers.
enfin voilà, tous ces acteurs-là, évidemment, tous les sites patrimoniaux, les parcs, etc., s'intéressent à cet outil. Et la deuxième question, du coup, c'était pourquoi on fait mieux qu'un questionnaire? Parce que, en fait, nous, notre outil, on l'a pensé pour qu'il y ait une ergonomie hyper sympa. L'expérience, elle est rapide, elle est fluide. On dirait que c'est très simple comme ça, mais c'est quand même 3 ans et demi de taf sur la partie ergo. C'est pour ça qu'on a un aussi beau retour sans incitation. 15%, c'est énorme sur un outil qui est installé physiquement. Et là, je parle d'une borne. Hein. Plus il y a de bornes, plus il y a de retours. Et surtout, derrière tout ça, il y a une machine qui va vous permettre à vous d'avoir cet outil pour créer des applications qui va correspondre à vos besoins de collecte de données. Et puis sur la partie reporting et analyse, c'est beaucoup plus poussé que ce qu'on imagine évidemment en questionnaire. Enfin, moi, j'ai déjà testé des Typeform, des Google Forms. C'est assez limité en termes de reporting de données, d'alerte, de recommandations pour améliorer justement les décisions. Donc je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui nos clients nous préfèrent et préfèrent payer et choisissent 100% sur l'engagement. Je le répète, c'est très important. Mais voilà, je ne sais pas si ça répond complètement à vos questions. Il y a un point commun entre GuestViews et Timescope, c'est que c'est aussi des objets physiques. Vous pouvez aller voir sur le stand 13 la tablette qui a plusieurs types de présentoirs, mais qui est aussi en libre service à certains endroits, à la fin donc d'un musée, etc. Et c'est vrai qu'on a eu des discussions hier, notamment assez poussées et intéressantes avec des offices de tourisme. L'office de tourisme, il voit passer beaucoup de monde, il n'arrive pas forcément à capter la donnée. Donc une tablette en libre service, ça peut bien formater, bien intéresser, ça peut être un outil de collecte de données intéressant. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de penser à l'échelle d'une destination, à l'échelle d'un territoire. Puisque le visiteur, il n'est pas uniquement visiteur du musée, visiteur de l'hôtel, consommateur du resto, il est quand même le visiteur d'une destination, vous le savez mieux que nous. Et à un moment donné, disposer plusieurs tablettes à différents endroits d'une même destination, d'une commune, d'une station de ski, pour créer une donnée commune du visiteur est quelque chose qui peut être intéressant, en tout cas dont on a discuté hier avec plusieurs offices de tourisme. Exactement, Nicolas. D'autres questions? Il nous reste 3 minutes. Ah bah Nicolas. Ça va être très rapide. Bonjour, Nicolas Monseigne, Blight Tourisme. C'était par rapport à GuestView, justement, sur l'adaptation de l'outil sur du plein air. Parce que là, j'ai vu beaucoup de tablettes en intérieur. J'imagine que vous avez peut-être la version plein air. En fait, je pense que la version plein air, ça va passer par le mobile. On a réfléchi à plein de solutions. Par contre, on reste toujours sur notre positionnement in situ. On veut que ça se passe à un moment précis en fait de l'expérience de visite. Et on a plein de pollution, j'allais dire. Non, on a plein de solutions en fait pour pouvoir ouvrir le GuestViews au bon moment grâce à plusieurs technologies dont on pourra reparler si vous voulez, si vous venez au stand. Voilà. Il nous reste le temps pour 1 ou 2 questions. Non? Eh ben non, sûr. Ah, allez, une dernière question. Bonjour, Jérémy Boisson, Médoc Atlantique. Moi, je me posais une question, c'est le sujet d'Artips qui m'a un petit peu interpellé, pardon. Donc, vous parlez d'art, vous parlez de musique, vous parlez... donc, il y avait un 3e sujet de science. Est-ce que vous envisagez de parler de sport aussi? Pourquoi pas, à un moment où on pourra lancer Sport Tips. On pense aussi à Chef Tips, donc il y a plein de choses. Oui, alors du coup là ça fait 3 newsletters qu'on a lancés, une gestation à la fois. Hein. C'est comme les bébés, on n'en lance pas 10 à la fois, parce qu'on veut les faire grossir, on veut les traiter correctement pour que il y ait une belle communauté, que ça grandisse correctement et de façon cohérente. Mais oui, de toute façon, maintenant, notre plateforme de culture générale traite un nombre de sujets incroyables, en passant par l'œnologie, la gastronomie, etc., les sciences. Donc maintenant, tous les sujets sont bons. En fait, on a l'ingénierie pédagogique qui va bien pour pouvoir les développer. Il suffit de s'associer aux experts qui vont bien. Bonjour, Benoît Fissement de l'Écomusée de Marquez. J'ai une question pour GuestViews. C'est un outil qui est très intéressant, qui est peut-être adapté à des grandes institutions culturelles, de grands équipements. Est-ce qu'il y a des versions, des choses qui s'adaptent à des petites institutions culturelles qui n'ont pas forcément les moyens ni les ressources en interne pour déployer ce type d'outils?
Oui, on travaille avec des grandes institutions, du multisite, mais aussi des petits musées. Alors, j'ai pas entendu, excusez-moi, le nom de votre institution. Marquez. Vous accueillez combien de visiteurs par an? 100 000. Ah oui, ben vous voyez, typiquement, nous, on va bientôt être au musée de Latte, un musée archéologique qui accueille, je crois, 70 000 visiteurs par an. En fait, notre licence est accessible. C'est une question de coût, on peut aussi en reparler en 13. Oui. De ressources pour exploiter les données. De temps à exploiter. En fait, nous, on a fait en sorte de créer un système qui permet quand même de faire gagner du temps à nos utilisateurs. Typiquement, toutes les semaines, ils reçoivent les principales statistiques. On peut créer des rôles différenciés en fonction des interlocuteurs. Si la personne fait de la communication, elle a accès qu'à la partie com du produit. Celle qui fait de la fidélisation, qu'à la partie étude de public, pour reprendre les mots des institutions culturelles. Mais vraiment, enfin, je pourrais vous faire une démo encore une fois, mais le back-office est hyper simple et permet de prendre des actions en temps réel pour accompagner justement cette gestion de l'outil. Voilà. Donc je comprends que les ressources soient limitées, mais on a fait en sorte qu'il y ait un reporting hebdomadaire et des alertes qui facilitent en fait le travail des équipes en interne. Ok. Un dernier mot de conclusion pour vous dire, le Timescope est en libre service, vous pouvez faire le voyage dans le temps. La tablette GuestViews et Artips au stand 13 pour tester et pour discuter. Et pour ceux qui sont passionnés de tourisme digital, de transformation numérique, de tourisme et de la culture, je vous invite à vous abonner à la revue de presse Tourisme et Digital. Voilà, merci de votre attention et merci à vous trois.